quand on n'est pas chez soi, on ne met pas les pieds sur la table. Chez moi, je mets les pieds sur la table. Je fais ce que je veux. Par contre, quand je vais chez les gens, je me tiens. Voilà. Donc effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui se disent « Ah mais moi je suis citoyen du monde, donc je suis un mec cool ». Non, non, t'es une salope. C'est tout. C'est que tu te comportes comme un colon. Point barre. Point barre. Voilà. Ouais. Bon. C'est finalement... Non, parce que j'ai trouvé ça justement. Je me suis dit, vous tapiez particulièrement juste. Alors, c'est marrant, il y a quelqu'un qui s'est inscrit maintenant qui s'appelle Adrien Adozi. Un homonyme certainement. Alors, nous ne sommes pas arrivés au bout de ce genre. Cette remarque est en fait aussi valable pour les idées, par exemple. Elles ne sont pas forcément graves, au contraire. C'est aussi d'une certaine manière une bonne nouvelle. Les subjectivités sont simplement obligées de se rendre compte d'une forme d'objet. Un peu compliqué. Ouais, ça c'est la scolastique. Voilà, on va vous laisser tranquille. Alors, il y a tranquillou. Après, l'Afrique du Nord au sud, le Moyen-Orient, ce Français ne va pas comprendre la note à payer lorsque l'Asie va venir réclamer la monnaie. Ouais, certainement, ouais. La France n'est pas haïe, c'est une partie de l'histoire génocidaire de la France qui est systématiquement évacuée de tout débat. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Quel génocide la France a-t-elle commis ? Exactement. Alors, je demande, parce que peut-être qu'il y en a qui m'ont échappé, je le dis franchement, il y en a peut-être qui m'ont échappé. Quel est le génocide que la France a commis ? Est-ce que la France a éradiqué les Indiens d'Amérique ? Non. Vous savez, la conquête de l'Ouest des États-Unis a commencé à peu près au moment où la France a colonisé l'Algérie. 100 ans plus tard, que sont devenus les Algériens en termes de population ? Que sont devenus les Indiens d'Amérique ? Comparons juste. Quel génocide la France a-t-elle commis ? Et je vais vous dire, la France n'a jamais commis de génocide. En revanche, la République a commis un génocide. Elle a commis un génocide en Vendée. 400 000 Vendéens se fait exploser. Je précise que c'est 20 rafles du Veldiv. 20 rafles du Veldiv. Bon, voilà. Mais ça choque moi, la gauche et le système que aussi, alors, moi j'adore donner cet exemple, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, mais l'héritage... Pardonnez-moi, je vous coupe. La personne qui vient de chialer sur la France comme ça, je le dis, pourquoi tu restes dans ce pays que tu hais, que tu méprises ? Je suis désolé d'être violent, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire je méprise ces gens-là, mais je reste vivre avec. L'histoire génocidaire. C'est vrai que le terme, là on parlait si les mots ont un sens, l'histoire génocidaire de la France, ça signifierait que la France avait donc en plus à son actif plusieurs génocides, etc. C'est un peu fort. Mais admettons que cette personne en soit convaincue, pourquoi rester dans ce pays, dans cette société que tu haïs et que tu méprises ? Personne n'est obligé d'aimer la France. Je n'oblige personne à aimer la France. Par contre, si tu vis là, tu ne casses pas les couilles, quoi. Ouais, je suis un peu violent, mais voilà, quoi. Alors justement, parce que est-ce que en plus on peut pas, parce que là les gens justement ils prennent mal ce côté génocidaire, mais finalement la colonisation aussi c'est un héritage républicain, parce que la première colonisation, on va dire celle du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Et moi, ce que j'observe, là je me pose en observateur sans prendre parti, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les territoires ultramarins français qu'on a réussi à conserver sont un héritage de cet héritage royal. Tout à fait. L'héritage de la colonisation républicaine, il n'y a plus rien. Mais je vais vous dire une chose, c'est une très bonne réflexion que vous faites là. Déjà, anecdote rigolote. Vous savez, les Français ont essayé de coloniser l'Amérique du Nord, mais comme les Français sont heureux chez eux, ils partent pas. Alors que les Anglois, eux, ont émigré massivement en Amérique du Nord. Et Colbert, qui avait compris le problème du déséquilibre démographique, avait conseillé aux Français sur place de faire des enfants avec les Indiens sur place. Avec les Algonquins. Et alors, il y avait une condition après, c'est qu'ils devaient se convertir au catholicisme, mais sympa. en tout cas, ce qui d'ailleurs, bon, moi en tant que chrétien, je peux pas critiquer ça, mais en tout cas, voilà, ça en dit quand même long sur la mentalité des Français. Bien sûr. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est la Première Guerre mondiale ? C'est pas 14-18, c'est la guerre de 7 ans. C'est la guerre de 7 ans que nous avons perdue et à l'issue de laquelle nous avons perdu notre premier empire. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les Indiens d'Amérique à l'époque ont, dans leur très grande majorité, combattu avec les Français, contre les Anglois. Et vu comment ils ont fini, on peut supposer qu'ils avaient raison. Hélas, nous avons perdu. Donc voilà, mais bien sûr, mais vous faites bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je lance un appel à tous les producteurs de cinéma, parce qu'il y aurait des films extraordinaires à faire sur la guérilla qu'ont organisé les Français et les Indiens pendant la guerre de 7 ans. Il y aurait vraiment des films extraordinaires à faire là-dessus. Évidemment, ce n'est pas enseigné par l'histoire républicaine. Mais voilà, effectivement, donc la France, comme vous dites,
on va dire le premier empire colonial français, j'aime pas le mot de métissage parce qu'on sait que le contenu actuel, si vous voulez, qui est derrière. Mais de fait, l'ancien régime, réputé rigide, si vous voulez, était dans un point de vue beaucoup plus ouvert que la République en deux mots. Et effectivement, donc l'héritage républicain. Qui a mis en place le régime d'Indochine, je le rappelle, au moment de la colonisation. Ceci posé, ce cher de Gaulle a décolonisé, mais il y a quand même un truc qu'on oublie, c'est que la France-Afrique, elle n'est pas tombée du ciel. Elle n'est pas tombée du ciel et de Gaulle a mis en place la France-Afrique. Donc, quand on fait le bilan d'un homme, il faut voir le positif, il faut voir le négatif. De Gaulle a mis en place la France-Afrique et il ne faut jamais oublier ce reste que nous payons par l'immigration, absolument incontrôlable et incontrôlée. Non, je vous dis des bêtises, c'est contrôlable. C'est tout à fait contrôlable, mais on ne le fait pas. Je vous dis des bêtises. Mais nous payons la facture de la France-Afrique. Ça, c'est à De Gaulle qu'on le doit. Je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité historique absolument incontestable. Mais de cela, il ne reste rien. Alors, ceci posé, quel était le logiciel intellectuel qui a fait coloniser? Pourquoi la République a-t-elle à ce point colonisé? Alors, parce qu'elle travaillait pour des intérêts capitalistes qui avaient besoin de marcher. Mais il fallait se donner bonne conscience. Comment la République s'est-elle donné bonne conscience? On le sait, on connaît les phrases de Jules Ferry, c'est parce que il fallait civiliser les peuples inférieurs. Bien sûr. Mais ça, civiliser les peuples inférieurs, ça tombe pas du ciel non plus. C'est encore, j'y reviens, l'idéologie des Lumières. C'est, si tu n'as pas été éclairé par l'œil de la raison, tu n'as pas le droit de vivre. C'est ça. Donc vous n'avez pas été éclairé par Diderot, Voltaire, Rousseau et compagnie, donc on va vous imposer nos valeurs. Vous savez, je condamne l'excision en France. Chez vous, dans vos pays, vous faites ce que vous voulez. Et quand Ramayad faisait le tour, allait à l'ONU pour qu'on ait l'excision, je lui disais, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. En France, je suis contre, mais ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. On y revient, quand on va imposer les droits de l'homme sont une matrice occidentale. Quand on veut imposer les droits de l'homme, et d'ailleurs c'est ce que l'Occident a produit de plus mauvais depuis très longtemps. Qui saute sur la chaise. Non, parce qu'il ne faut pas confondre les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Ce sont deux choses différentes. Donc, quand on importe les droits de l'homme, c'est pour greffer anthropologiquement des valeurs qui n'appartiennent pas à d'autres sociétés. C'est du colonialisme à l'état pur, c'est la matrice républicaine, c'est l'idéologie des Lumières. Oui, parce que cette idéologie des Lumières, alors, c'est vachement marrant parce que là, à la façon donc, que vous l'expliquiez, moi j'avais justement pendant longtemps pensé que la culture occidentale avait une matrice justement dans laquelle si on raisonnait pas de son point de vue occidental, on n'avait pas le droit de citer. Mais en fait, vous me dites c'est justement précisément la philosophie des Lumières qui résonne comme ça. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est que la philosophie des Lumières, c'est tu n'as pas le droit de pas penser comme moi. En gros, je surschématise quand je dis ça. C'est que en gros, si tu n'as pas été éclairé par l'œil de la raison, tu n'es même plus un être humain. C'est pour ça d'ailleurs que les Vendéens se sont fait massacrer et qu'ils n'étaient plus considérés comme des êtres humains. C'est que vous n'avez pas été éclairé par l'œil de la raison, vous êtes destitué de votre condition d'être humain. Prenons les antifas. Les antifas sont d'une violence extraordinaire. Pourquoi? Parce que les ennemis qu'ils désignent sont des fascistes. Ces fascistes sont destitués de leur humanité et donc on peut les tabasser, on peut leur cracher dessus, on peut les diffamer sans que ça pose aucun problème. C'est même normal et légitime. Et ça, ce virus vient de l'idéologie des Lumières. Et prenez l'histoire de France, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de France de massacre de la Vendée avant la Révolution. Il n'y en a pas. Bien sûr, parfois il y a des persécutions, bien sûr, parfois il y a des massacres, mais jamais d'une telle ampleur, jamais d'une telle violence. Jamais. Même dans les guerres civiles entre protestants et catholiques. Et catholiques, parce que même la colonisation, même quand on nous parle de la colonisation en Afrique avec le régime d'Indochine, et si on nous parlait tout à l'heure de l'histoire génocidaire, parce qu'on sait qu'effectivement il y a eu des massacres, puisqu'il y a eu des populations qui n'ont pas
se sont opposés Bien sûr. à la colonisation. Et c'est normal. Qu'on arrivait en disant et que les gens étaient tous d'accord, c'était pas du tout comme ça. Il y a eu des Madagascar, à Madagascar, voilà, entre autres. Il y a eu des chefs, on sait très bien, au Bénin aussi, qui se sont opposés. Et même en Algérie, ça a été extrêmement violent. C'était extrêmement violent, la colonisation algérienne. Extrêmement violent, la colonisation algérienne aussi. Mais la République a baigné ses mains dans le sang, quoi. Il ne faut jamais l'admettre, ça. Pour être parfaitement honnête, la colonisation de l'Algérie avait commencé sous la monarchie, sous la Restauration. Mais c'était une monarchie sous la monarchie, c'est-à-dire que c'était une monarchie avec l'idéologie des Lumières, hélas. Et d'autant qu'elle a continué ensuite sous la monarchie de Juillet. Et chose intéressante, c'est que Louis-Philippe a interdit qu'on essaie de convertir au christianisme les populations d'Algérie. Parce que c'est un franc-mac, et qu'il ne fallait pas faire la pub pour l'ennemi, j'ai envie de dire. Et il a interdit. Ça en dit long quand même sur la mentalité pourrie de ces gens-là. La France est gouvernée par l'anti-France depuis, je dis pas depuis 89, mais depuis au moins 1815. Au moins 1815. Napoléon... Mais Napoléon était entouré de francs-maçons, lui aussi. Oui, mais Napoléon a fait le Concordat, si vous voulez. Et en faisant le Concordat, il a quand même essayé de replacer la croix un peu au centre, si vous voulez, de la politique française. Il l'a pas fait par amour du Christ. Ah oui, parce que moi, si j'écoute Marion Sigaud, spécialiste un peu du XVIIIe siècle, elle dit un peu l'inverse. Elle dit que la religion, en fait, les affaires religieuses étaient un peu libres de leur côté, et l'État et la Révolution, justement, ont scellé les deux, alors qu'avant, ils étaient beaucoup plus libres, finalement. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, la Révolution a fait des religieux des fonctionnaires. Voilà. Elle a fait de la religion des fonctionnaires, tout à fait. Avec la constitution civile du clergé, etc. Mais Napoléon, ça n'a pas duré, si vous voulez. Mais Napoléon, on peut lui reprocher plein de choses, mais quand même, il se battait pour la France. Faut pas être dans des conneries, quoi. Alors, on peut dire qu'il s'est mal battu, on peut dire que ça a été un boucher, etc. Bon, Napoléon a été le plus souvent attaqué d'ailleurs qu'attaquant, faut pas l'oublier. Mais la paix d'Amiens a été rompue par les Anglois, ne l'oublions jamais. Mais globalement, Napoléon défendait en tout cas une certaine idée de la France. Voilà. Après, si vous voulez, la Restauration, c'est un régime qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, concrètement. C'est un régime tâtonnant qui est soumis parce qu'il y a eu la défaite napoléonienne. Arrive ensuite la monarchie de Juillet, et là, de façon extrêmement claire, Louis-Philippe est un agent d'Angleterre. Point barre. Napoléon III était aussi un agent d'Angleterre, ça s'est traduit par le traité de libre-échange de 1860, ça s'est traduit par la guerre de Crimée. La guerre de Crimée est un peu, si vous voulez, le conflit israélo-palestinien de l'époque, si vous voulez, quoi. Parce qu'on n'a rien à foutre là-bas. On va se faire buter pour le plaisir de la reine d'Angleterre. C'est la première fois qu'on embauche des troupes africaines, faut savoir. Et ça, je savais pas. Et la guerre de Crimée, ça a été d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est là où les Rothschild ont acquis la puissance en France, parce que Napoléon III avait besoin d'agents de change avec les pays de la région, et il n'y avait que les Rothschild qui étaient aptes à le faire. Et donc ensuite arrive cette fameuse Troisième République, et alors là, la Troisième République, c'est une catastrophe. Alors là, je fais une déclaration solennelle, c'est que Georges Clemenceau est le plus grand traître de l'histoire de France. Georges Clemenceau est un agent de la couronne d'Angleterre, et il faut lire un livre fondamental de André Cher-Adam, qui s'appelle La mystification des peuples alliés. Et il montre très bien comment Clemenceau a vendu la victoire de la France à l'Angleterre, de façon répugnante. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du traité de Versailles... Ça s'est joué avant. Ça s'est joué avant. Si vous voulez, ce qu'il fallait faire en 18, c'était tuer dans l'œuf le militarisme prussien. Et les gens ne savent pas pourquoi les Allemands ont capitulé le 11 novembre. Pourquoi les Allemands ont capitulé le 11 novembre ? Ça s'est pas joué à l'ouest. Bien sûr, à l'ouest, on commençait à avancer. Mais c'est pas ça qui a convaincu les Allemands d'arrêter. Ce qui a convaincu les Allemands d'arrêter, c'est parce que le front de l'Est germano-bulgare a rompu. Il a rompu grâce à Franchet d'Espéré. Grâce aux armées serbo-françaises de Franchet d'Espéré. Et à ce moment-là, donc, on rompt le front germano-bulgare, nous nous ruons sur l'Empire austro-hongrois, les nationalités d'Empire austro-hongrois commencent à déclarer leur indépendance, donc on a porte ouverte sur Berlin. On peut aller sur Berlin, on peut aller écraser l'Allemand, on peut aller s'emparer de Berlin en somme, et faire la paix qu'on veut. Qui interdit à Franchet d'Espéré
de foncer sur Berlin, qui lui dit vous vous arrêtez? C'est Clémenceau. C'est Clémenceau. C'est Clémenceau. Et ça, c'est un crime contre la France. C'est un crime contre la France. Il a interdit. Parce qu'il a voilé, il a la voilée, il n'y a plus de troupes en fait, c'est ça, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. On emprunte les. En fait, si vous voulez, en plus, le ravitaillement des Allemands est coupé. On emprunte les troupes. Les routes de l'Empire austro-hongrois et on peut foncer sur Berlin. Et c'est Clémenceau qui, à 2 reprises, a interdit à Franchi d'Espérer d'aller sur Berlin. Et pourquoi Clémenceau l'a fait? Il l'a fait sous l'influence de Lloyd George. Et pourquoi Lloyd George ne voulait pas que la France ait une victoire finale décisive contre l'Allemagne? Et petite parenthèse, le fait qu'on ait plus cette victoire décisive, ça a fait naître d'ailleurs le mythe du coup de poignard dans le dos. Vous savez, des Allemands, comme quoi on a perdu parce qu'on a un coup de poignard dans le dos, des révolutionnaires, etc. Non. Pourquoi Lloyd George a fait ça? Parce qu'il y avait un accord entre la finance anglo-saxonne, des éléments de la finance anglo-saxonne et l'industrie pan-germaniste pour que la France n'ait pas cette victoire décisive. Et Clémenceau a joué cette carte-là. Peut-être qu'il a fait de bonne foi en se disant c'est vraiment ce qu'il faut pour l'Europe, etc. Mais de fait, il a commis un crime contre la paix européenne et contre la France en interdisant à Franchi d'Espérer d'aller détruire le militarisme prussien. Autre chose, ce qu'aurait dû faire Clémenceau en 14-18, si ça avait été un véritable patriote, il aurait dû annexer la Rhénanie. Et nous avions toute la légitimité pour le faire. Nous avons perdu 1,5 million de soldats. Nous avons combattu pendant 4 ans. Les Américains ont eu même pas 120 jours de combat effectif pendant la guerre, ils ont perdu 50 000 soldats. Il est anormal que Wilson ait eu une telle influence sur les négociations. La France avait la légitimité de la justice et elle avait la légitimité de la puissance en 14-18. Elle pouvait annexer la Rhénanie. Clémenceau ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et il ne l'a pas soutenu, alors que Foch le voulait, alors que Maurice Barrès le voulait, alors que le général Mangin le voulait. Le général Mangin va en Rhénanie et il stimule autant qu'il le peut le fédéralisme rhénan avec le docteur, je crois que c'est Dorten, j'oublie son nom, et qui rappelle Mangin et lui demande d'arrêter de fomenter la sécession rhénane, c'est Clémenceau, encore. Donc Clémenceau est un agent d'Angleterre. Clémenceau est le plus grand traître de l'histoire de France. J'oubliais. L'Égypte a été une colonie anglaise à cause de Clémenceau. Au début, il y avait un condominium sur l'Égypte. Mais il y a eu une révolte nationaliste en Égypte. Les Anglais envoient des troupes pour réprimer. Et Clémenceau empêche le président du conseil de l'époque, Freycinet, d'envoyer des troupes. Et donc du coup, l'Égypte n'est plus que aux mains des Anglais. On nous parle souvent du Clémenceau anticolonialiste. Oui, il est anticolonialiste. Pas par haine du colonialisme, pour laisser la porte ouverte aux Anglois. Clémenceau était un agent de l'Angleterre. C'est extrêmement grave comme accusation, mais c'est absolument incontestable. C'est pour ça qu'on se fait avoir dans le partage de l'empire colonial allemand que bon, les Anglais se taillent la meilleure part, quoi, en fait. Etc. Ah, alors, Clémenceau aussi d'ailleurs, c'est Clémenceau qui donne le pétrole de Mossoul aux Anglais. Oui, oui. Voilà. Il le donne, c'est officiel. Hein. Faire les plages de Syrie. Voilà, non mais c'est, si vous voulez, alors que Clémenceau ait lâché aux Anglais la Palestine, c'est normal parce qu'il était anticlérical et qu'il ne supportait pas évidemment une terre sainte. Bon, ok. À la limite. Mais le pétrole de Mossoul, c'est que il a rendez-vous avec Foch au cabinet de Lloyd George et Clémenceau. Et ça a été retranscrit par le secrétaire de Lloyd George, hein, donc ça c'est ultra officiel. Hein. Et Lloyd George dit à Clémenceau, Clémenceau dit à Lloyd George, que voulez-vous? Et Lloyd George dit Mossoul. Vous l'avez. Voilà, c'est ni plus ni moins. Donc Clémenceau a commis 4 ou 5 grands actes de haute trahison envers la France, et Clémenceau est un agent d'Angleterre. Quand on dit Clémenceau perd de la victoire, oui, de la victoire angloise. Et si on avait laissé, je répète, Franchi d'Espérer aller écraser le militarisme prussien, il n'y aurait probablement pas eu de Seconde Guerre mondiale, et ça nous aurait évité tous les crimes que nous savons. D'accord. Parce que Clémenceau, il bénéficie de... Et c'est pas un hasard. Très bonne... Et c'est pas un hasard. Voilà, parce que souvent les traîtres à la nation française... Parce que Clémenceau est le républicain à l'état pur. Alors on nous dit, l'État, ça c'est Luis Fabiano de Lima encore, l'État le plus riche au monde est le Vatican, Jésus a pourtant demandé de choisir entre Dieu et l'argent. Question, qu'a choisi l'Église catholique? Que le Vatican soit l'État le plus riche du monde, bon là je demande l'épreuve, hein, de vous avouer. Oui, après c'est vrai qu'il y a du luxe.
Mais il y a des banques et tout, c'est un peu chaud. Non mais ça c'est vrai, je vais vous dire que ça c'est pas normal. Le fait qu'il y ait des banques vaticanes et compagnie, c'est pas terrible. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut combattre le feu par le feu, c'est vrai que le job de l'Église, c'est de sauver nos âmes. Voilà, donc c'est pas de faire des... Donc voilà, mais je veux dire que les hommes d'Église aient très souvent dans l'histoire n'aient pas été à la hauteur de leur charge, hélas, c'est une évidence. Il faut le dire. Hein. Les hommes d'Église ont fait beaucoup de mal à leur cause. Hein. Voilà, on nous dit, alors qu'est-ce qu'il y a encore ? Ce n'est pas parce que l'on recherche à ce que la vérité soit dite que l'on est contre la France, ce n'est pas parce que l'on se préoccupe d'une part de notre identité qu'on rejette le reste. Alors ça, c'est des gens certainement qui ont réagi en propos d'avant sur J'entends tout à fait, mais il faut être cohérent avec soi-même. C'est-à-dire que concrètement, on peut très bien avoir des origines, il n'y a aucun problème, tout le monde en a, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut choisir le bateau sur lequel on vit. C'est tout. Il faut choisir le bateau sur lequel on vit. Alors on nous dit, ça c'est Malik Tejim. Au sujet de la philosophie des Lumières, Marion Sigaud dit ceci, une autre histoire dit cela, avec chacun leur référence. Et je ne pense pas que l'on possède des preuves nécessaires afin de résoudre ceci. En attendant, devant le Panthéon, je lis aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Étant jeune, il est vraiment facile de se perdre. Alors écoutez, bon, je renvoie ce jeune homme à ma conférence sur Anti-France. Moi j'ai lu un bon paquet de bouquins des philosophes de l'univers. Moi je vais au texte, si vous voulez. Je vais au texte. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que d'une façon ou d'une autre, la philosophie des Lumières est une philosophie qui veut éradiquer le passé. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Retenons deux choses principales, c'est lisons l'histoire et retenons ce qu'est véritablement le cancer qui nous ronge, à savoir la philosophie des Lumières. Alors ça c'est tranquille. Adrien Abosi divague et fabrique des faits desquels il a éliminé tout ce qui ne sert pas son idéologie suprématiste. Bah oui, mais un peu de étayer, mon cher, tranquille, parce que... Ah oui, parce que ça s'appelle affirmer, ça s'appelle pas démontrer. Voilà. En plus, j'ai aucune idéologie suprématiste. Voilà, je crois que Monsieur Tranquillou se fait un petit kiff là, si je peux me permettre l'expression. Voilà, on comprend pas trop l'idéologie suprématiste. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Tout à fait Malik, il est aisé de fabriquer l'opinion si l'on ne recherche pas par soi-même. Adrien nous fabrique un paradigme suprématisme digne de l'homme supérieur, cette idéologie que les Lumières ont évincée, il le vit mal apparemment. Qui pense que les Lumières forment une égalité. Parce que ça, alors c'est le grand débat que j'ai constamment avec ce cher Alain, où il me dit l'héritage de la Révolution française, c'est... Alors, il est assez d'accord avec toi, finalement, sur on va dire la justification du droit, la légalité, ça ce qu'a amené la Révolution française, espèce de légalité, et en plus, on va dire, tous les citoyens égaux devant cette loi. C'est ce qu'on appelle en droit l'égalité formelle. Voilà. Alors, si vous voulez, il n'y avait pas cette égalité formelle sous l'Ancien Régime, mais la question ne se posait pas comme ça, parce que si vous voulez, la France était davantage segmentée en petites communautés régionales, villageoises. Donc si vous voulez, le paysan de Normandie, il s'en foutait d'être soumis à un autre droit que le paysan du Languedoc, quoi. Donc, pour moi, l'égalité formelle, donc l'unification juridique de la France, est un fait historique. Est-ce qu'en soi, il est spécifiquement bon ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas un critère, en fait. C'est pas un critère, si vous voulez. Selon lui aussi, il me disait que le concept de nation, c'est un héritage de la Révolution française. La Révolution française l'a exacerbé, c'est vrai. Mais voyez-vous, attendez, il faut que je ne dise pas de bêtises sur le nom. Je crois que c'est le chevalier Bayard. C'est Bayard ou pas ? Ouais, je crois que c'est Bayard. Bayard, peu avant de mourir, vous savez, c'est le connétable duc de Bourbon avait trahi François Ier. Et il était allé combattre pour Charles Quint, pour l'Empire. Et si je dis pas de bêtises, le chevalier Bayard agonise, il meurt au combat. Je sais plus si c'est Gaillard ou Gaston de Foix. Non, c'est Bayard, je crois. Et à ce moment-là arrive le félon, arrive le duc de Bourbon. Et le duc lui dit je suis désolé pour vous, je vous estime, enfin voilà, c'est dommage qui vous arrive. Et Bayard, quand il a trouvé, lui dit non,
c'est toi, mon pote, qui doit être... c'est toi qui dois être mal, parce que tu as trahi ta patrie, etc. Donc non, le sentiment national existait. Il existait bien avant. N'oublions pas Jeanne d'Arc, n'oublions pas la bataille de Bouvines, etc. Faut pas exagérer. Mais il est vrai que la Révolution a exacerbé la nation et que... non, ça c'est vrai. D'ailleurs, moi, même dans votre livre, vous dites que les révolutionnaires sont des patriotes. Pour vous, c'est ah oui, non, mais ils se revendiquent du patriotisme. Ils se revendiquent du patriotisme. Après, le problème, c'est que faut voir ce qu'ils mettaient derrière. Mais en tout cas, ils s'appelaient eux-mêmes des patriotes. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que le système qui, lui, maudit la France, se revendique de gens qui se disaient patriotes. Alors, une petite dernière question, là. Alors, donc, non vérifiée, vous avez de la chance, je la passe. Alors, es-tu favorable au droit du sang pour établir un nouveau code de la nationalité? En prônant la francisation, ne crains-tu pas que certaines communautés agissent sur le bas de la double éthique française de façade, mais en défendant les intérêts étrangers? N'oublions pas que les intellectuels se définissent comme français. Déjà, droit du sol, droit du sang, non, moi je suis pas spécialement pour le droit du sang. La civilisation française, comme son nom l'indique, est une civilisation, donc tout le monde peut s'en imbiber ou pas. Attendez, il faut que je relise la question parce qu'elle est un petit peu longue. Ouais, c'est bon. Es-tu favorable au rétablissement du droit du sang et d'établir un nouveau code de la nationalité? Ça, c'est la première Alors, question. ça, c'est deux choses différentes. Qu'il fasse refaire un code de la nationalité, oui. Ça, c'est évident. Je veux dire, la nationalité est donnée à des gens qui ne doivent pas l'avoir. Je donne un exemple très précis. Moi, à la base, je viens du 13e. J'ai des potes d'origine asiate. Leurs parents ont la nationalité. Ils ne parlent pas français. J'ai rien contre leurs parents. Il n'est quand même pas normal qu'on donne la nationalité à des gens qui ne parlent pas la langue du pays sur lequel ils vivent. Je suis désolé. Ça me paraît l'évidence. Ouais, bon, c'est donc, bon sens, moi, si j'étais au pouvoir, si mes idées étaient au pouvoir, effectivement, la nationalité française serait donnée de façon drastique. Drastique. Vraiment, on peut pas dire que la France soit, comment vous dire, hermétique. Ça, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On peut pas lui faire ce reproche-là. Elle a même le défaut inverse. Et qu'il faille revoir le code de la nationalité est une ultra évidence. Ultra évidence, et seuls les tartuffes le nient. Et donc, il dit, en prônant la francisation, ne crains-tu pas que certaines communautés agissent sur la base de la double éthique française de façade, mais en défendant les intérêts étrangers? Mais cette double éthique, elle existe aujourd'hui. Elle est déjà là, c'est ce que j'ai envie de dire. Elle est déjà là. Et elle est déjà là parce qu'existe la double nationalité, et parce qu'on ne somme pas les gens de choisir. Il faut choisir. Il faut sommer les gens de choisir. Et si aujourd'hui il y a des gens qui se sentent plus israéliens que français, plus algériens que français, plus je ne sais quoi que français, c'est parce qu'il y a cette double nationalité qui laisse croire, enfin qui dérègle les esprits. À partir du moment en plus où quelqu'un, par exemple, fait l'armée dans un pays étranger, c'est... Ah mais pour moi, si quelqu'un... Moi, par exemple, si on fait bouche et que j'avais laissé un statut, je suis pour carrément que la personne soit déchue de sa nationalité. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que s'il y a une guerre contre la France, cet individu est prêt à tuer ses compatriotes. Oui. Bah, c'est une évidence. C'est une évidence, ouais. Donc, mais d'ailleurs, je vais être très violent, c'est que moi je pense qu'il faut déchoir de la nationalité française beaucoup de gens, et je le dis, des Français de souche. Et des Français de souche qui crachent sur la France en permanence, je dis, pas de problème, on va te retirer ta qualité de Français, tu vois ce que ça fait. On les envoie où? On les envoie pas. C'est pas parce qu'on leur retire la nationalité qu'on les envoie. Ceci dit, vous avez raison, il faut peut-être penser à les envoyer quelque part. Ça serait pas bête. Parce que moi, ce que je vois en plus avec cette résurgence on va dire, des nationalismes régionaux, parce que ça, c'est quelque chose qui est présent maintenant. Ouais. Moi, je vois en Bretagne, c'est stimulé, ils sont tous avec des drapeaux bretons. Alors, désolé, mes potes bretons, j'en ai parce que je me suis charclé avec des bretons il n'y a pas longtemps, parce qu'ils me disaient, oui, la France nous envahit. Je leur disais, la France, elle envahit la Bretagne. Donc il s'auto-exclut de la communauté française. C'est son droit, mais par contre, il faut assumer, mon pote, j'ai envie de lui dire. Dans ces cas-là, tu deviens un militant acharné de l'indépendantisme breton. Et dans ces cas-là, tu deviens mon ennemi. Il faut assumer. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, moi, ce qui me gonfle, c'est les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Non. Tu prends une voie, tu choisis. Vous savez, un jour, je discutais avec un militant... il y avait dans ma fac, il y avait eu un blocage qui était contre je ne sais plus quelle loi. Et il y a un mec qui venait chialer en disant « Ouais, mais les CRS, ils sont pas sympas, ils nous ont tapé. » Je dis « Attends. Tu bloques une fac? Tu interdis l'accès à un service public? Je veux dire, t'as le droit, mon pote. Par contre, il faut pas chialer. Quand on va sur un terrain de rugby, on se fait plaquer. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai fait du rugby pendant 10 ans, je savais que j'allais me faire plaquer quand j'allais sur le terrain. Je savais que j'allais me prendre des coups. Il faut choisir. C'est comme ça pour tout. Quand on prend un chemin, il faut choisir la voie.
D'accord. Parce que Il faut l'assumer. Tout à l'heure, il y en a qui disaient oui, il a fait de la muscu, Adrien Abosi. Bon, bah, voilà, Non, j'ai pas fait de muscu. Il a fait de rugby. Non, je fais du rugby, j'ai pas fait de muscu. Voilà. Il n'a pas fait de muscu. Non, parce qu'il y avait Je vous avoue que j'ai un petit mépris pour les gens qui font de la gonflette. Hein. J'avoue que c'est pas ma tasse de thé, ça. Et on nous demande, Adrien, que reprochez-vous aux théories de René Guénon et de Rousseau? Oh, bien des choses. Bien des choses. René Guénon, effectivement, on m'a reproché, beaucoup de gens me reprochent de ne pas être guénonien. Je réponds, je suis chrétien. René Guénon, il est très tard, donc je ne rentre pas beaucoup dans les détails, parce que je suis fatigué, mais René Guénon, c'est la gnose. C'est la gnose. Qu'est-ce que la gnose? La gnose, c'est une spiritualité, un ésotérisme qui prétend concilier toutes les grandes religions, christianisme, islam, hindouisme, etc., prétend les concilier par un ésotérisme. Et ça, pour moi, c'est luciférien. Il dit dans les psaumes 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Donc il y a une vérité chrétienne, et le reste n'est pas vérité. La gnose n'est pas vérité. René Guénon dit beaucoup de choses justes et intéressantes. Il fait beaucoup d'analyses extrêmement intéressantes sur le rapport qu'ont les sociétés contemporaines avec le fait spirituel. Mais René Guénon, c'est la gnose, et au final, il emmène dans le mur. Voilà. Alors, en ce qui concerne Rousseau, si vous ne comprenez pas ce que je reproche à Rousseau, lisez-le, j'ai envie de dire. Je veux dire, Rousseau est la quintessence des Lumières. Rousseau est la quintessence de l'antitradition. Il flingue la famille dans les mille, il flingue l'institution dans le contrat social, il flingue la culture dans le discours sur les arts et les sciences, et j'en passe et des meilleurs. Rousseau est un formidable prosateur. L'âme romantique que je suis aime beaucoup la Nouvelle Héloïse. Rousseau donc écrit formidablement bien, mais c'est un philosophe de lumière qui n'a pas échappé à son temps, hélas pour lui, et sa philosophie a fait beaucoup de mal à la France. Voilà, vous avez la réponse. Pardonnez-moi, je suis un petit peu lapidaire, c'est la fatigue. Mais tant mieux. Alors justement, de toute façon, on va bientôt terminer, parce que là, on est même un peu en retard. Oui, alors on nous dit, alors ça c'est tranquillou, décidément, mon cher tranquillou, il est vraiment énervé. Il n'est pas si tranquille, ouais, il n'est pas cher camarade là. Tout, là, parce qu'il nous dit, vénère. le Breton veut son indépendance, il est un pays différent de la France, pourquoi ton ennemi, tu ne déciderais pas pour les autres? Enfin, il a l'air assez... Ah mais tranquillou, il a le droit d'être pour l'indépendance de la Bretagne, il n'y a pas de souci, mais moi je suis pour... l'unité du royaume, je suis donc du royaume, comment je parle lapsus. Donc moi non, je considère que la Bretagne est une terre française, point barre. En fait, il n'y a même pas de débat quoi. Ouais, bah moi aussi. Il n'y a même pas de débat, donc tranquillement. Désolé pour les potes de Tron, mais voilà, nos potes savoyards aussi, parce qu'il paraît que la Savoie, il faut remettre en cause le traité de Turin, il paraît que c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai entendu récemment. Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes personnels à régler et qui imputent... à la France, bien c'est un problème. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. Moi, je finirai par une phrase que j'ai adorée en plus dans votre livre en introduction. Ok, oui, de Saint-Paul. Voilà, non mais ce que j'adore. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Ça, tout est dit. Voilà. On a tout compris là. Voilà, je trouve que c'est vraiment plein de sens, mais vraiment plein de sens. Et voilà, en tout cas, bravo hein, pour votre livre. Moi, j'ai trouvé excellent. Merci beaucoup. Voilà. Et merci de votre invitation. Pas de problème, merci. Il y a des gens voilà, qui sont pas contents, et je suis désolé. Et voilà, il va falloir ouvrir le débat. Désolé pour vous, chers auditeurs, mais il y a aussi des gens avec qui vous n'allez pas être d'accord, qui seront invités à Beta TV. Forcément, tout le monde ne sera pas d'accord. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Demain, ce sera une journée spéciale auditeur. Comme ça, vous pourrez vous défouler largement. Alors, quand c'est les spéciales auditeurs, là, ils se défoulent. Alors, défoulez-vous. On se défoulera demain. Voilà. Débat stérile des indépendantistes, la Bretagne est française, point barre. Au pire, on vous donne l'indépendance et le lendemain, on vous calme direct, on vous envoie, vous nous saoulez avec ça. Très bien. Bon, il y en a qui sont radicaux, vous voyez, qui diront, il n'y aura pas de... Très bien, monsieur. Il n'y aura pas d'état d'âme avec les Bretons indépendantistes. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était Steph, Nico, je dédicace à la régie. Je dédicace aussi Douglas Guyot, je t'oublie pas, Douglas, merci. Parce que Douglas, il a un peu fait le pont entre nous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu Pierre Hillard, mais il y a eu Douglas avant qui m'avait longuement parlé de vous. Et voilà, donc je le remercie. Et puis je passe un coucou à Kamel aussi. Je sais qu'il est en Algérie, qu'il nous regarde. Kamel, Kamel, fallait envoyer les questions parce qu'il avait plein de questions, il paraît, Kamel. La prochaine fois, Kamel, pas de souci. De toute façon, Adrien, il reviendra, j'espère. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
À demain. Salut, à vous la régie.